Bonjour chers téléspectateurs, je me nomme Richard Thiomo. Je vous conseille de suivre désormais la chaîne La Rose TV, la chaîne de l'espoir et de la valeur. Merci. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission à la découverte. Aujourd'hui, votre chaîne en ligne, La Rose TV, est venue pour découvrir un écrivain qui va nous décortiquer son nouvel ouvrage. Ensemble avec vous, nous allons connaître le fond de ce nouveau roman. Merci beaucoup. Bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter aux téléspectateurs qui sont en train de nous suivre? Je m'appelle Julien Makaya Nzundu. Je suis psychologue clinicien de formation et de profession. Je suis également enseignant et consultant international. Dans le cadre de cette émission, je dois nécessairement ajouter que je suis auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier est intitulé « Chronique de l'école sous les tropiques » que nous allons démantibuler ensemble, monsieur le journaliste. Merci pour cette présentation. Sans plus tarder, est-ce qu'on peut connaître le fond de votre nouvel ouvrage, c'est-à-dire le titre, les nombres de pages, la maison d'édition, où le trouver en cas de besoin, préfacé par qui, présenté quand, excusez-moi, c'est toutes ces questions-là. Le recueil de nouvelles est intitulé « Chronique de l'école sous les tropiques », publié en 2022 aux éditions Kemet à Brazzaville. Cet ouvrage contient ou comporte, si vous voulez, 8 nouvelles et fait en totalité 107 pages. Et l'ouvrage est vendu à la FNAC du Grand Casino à Brazzaville et au niveau des éditions Kemet. Et nous espérons que le livre sera mis dans les librairies et à la bibliothèque de l'Institut français du Congo, pour que ceux qui n'ont pas la possibilité de l'acheter puissent l'avoir au moins à la bibliothèque pour une lecture et savourer le contenu de cet ouvrage. Pourquoi seulement le choix sur le domaine de l'éducation, tandis qu'il y a plusieurs mots qui minent l'Afrique, tels que le domaine de l'économie et bien d'autres? Bien, mais si vous suivez mon parcours littéraire, vous verrez que je suis auteur de plusieurs essais qui parlent de la République du Congo, mon pays, mais qui parlent également de l'Afrique. Crise et décadence de l'Afrique noire, les versets nègres, est un essai que j'ai publié en 2018 qui aborde ces questions en lien avec l'économie et la démocratie en Afrique. Les ordonnances d'outre-tombe, c'est un essai que j'ai publié au Lys Bleu en 2020. Cet essai également aborde les questions en lien avec le développement du continent. Mais pourquoi un recueil de nouvelles sur l'éducation? Mais simplement parce que je suis moi-même enseignant. J'ai été au cours de ma carrière confronté à plusieurs maux qui minent l'école africaine. Et c'est pour ça que j'ai voulu, sous le sceau de la fiction, dénoncer un certain nombre des problèmes, des difficultés, des difficultés auxquelles sont confrontées les différentes parties prenantes au niveau de l'institution, le socle du développement, parce que la richesse d'un continent ou d'un pays, ce n'est pas les matières premières, ce n'est pas les terres arables, il s'agit bien des cerveaux. Lorsque on investit dans l'éducation, dans la formation de la jeunesse, on investit dans l'avenir du pays, on investit dans l'avenir du continent. Et lorsque plusieurs protagonistes au niveau de l'école créent les conditions de la mauvaise socialisation de la jeunesse, on hypothèque l'avenir du pays, l'avenir du continent. Et c'est pour cela que j'ai voulu partager mes peurs, mes angoisses, mais également les préoccupations qui sont celles allant dans le sens de la stérilisation de l'école africaine, que j'ai voulu, sous le sceau de la fiction, disais-je,
dénoncer les différents mots MAUX qui sont à l'origine de la décadence de l'école africaine aujourd'hui. Monsieur Julien Makaya, dans une page de votre ouvrage, vous avez écrit que ce livre est basé sous forme d'une fiction, mais malheureusement, je constate que le docteur Emmanuel Nguema, dans sa préface, laisse dire que les réalités évoquées dans ce livre sont les mêmes au Gabon, au Tchad, en RDC et au Congo-Brazzaville. Est-ce que vous avez indexé un pays ou bien comment? Est-ce que vous pouvez nous donner des explications précises sur cette question? Je profite de votre question pour saluer ma consoeur enseignante de sociologie et d'anthropologie à l'École normale supérieure de Libreville. J'ai cité Madame Emmanuelle Nguema Miko, qui a eu l'amabilité de pouvoir préfacer cet ouvrage. Un recueil de nouvelles est basé sur la fiction. Mais la fiction dont il est question ici est puisée sur le réel. Parce que, en tant qu'observateur de l'école africaine, nous avons constaté un certain nombre de dysfonctionnements, et pour éviter de faire un essai et donc d'indexer un pays précis, nous avons parlé dans cet ouvrage de la République de Zankongo, de la République de Bongolo et de la République de l'Équateur, qui n'existent pas en réalité sous les tropiques d'Afrique. Mais pourquoi chacun de nous peut prendre la peine de remplacer la République de l'Équateur, la République de Zankongo ou la République de Bongolo, qui sont des républiques imaginaires, par les pays d'Afrique sous les tropiques. Et donc, du coup, à partir des pays tropicaux d'Afrique, ils constateront que les réalités qui sont narrées dans cet ouvrage sont des réalités factuelles, qui sont des choses vécues par les uns et les autres, que ce soit les élèves, les étudiants, les parents d'élèves, les enseignants et le personnel administratif des écoles et des universités des pays tropicaux d'Afrique. Il s'agit, puisqu'il faut dire quel est le contenu de ces dysfonctionnements ou de ces mots MAUX que nous dénonçons, il s'agit de ce que tout le monde sait, hein, le harcèlement sexuel des jeunes filles, élèves ou étudiantes dans les écoles et dans les universités, hein, ce qu'on appelle les notes sexuellement transmissibles et que moi j'appelle les notes éclaboussées par le sperme. Il s'agit aussi de la vente des notes. Hein. Lorsque vous avez dans des établissements scolaires et universitaires des enseignants au statut précaire, hein, certains les appellent volontaires, prestataires, et qui n'ont pas de salaire régulier. Ils sont payés, comme je le dis dans le livre, hein, au rythme de la pluie dans un désert. Alors en ce moment-là, comment font-ils pour préparer les cours et pour prendre en charge leur famille? Ils vendent les notes et les sujets d'examen au plus offrant. Et donc l'école devient en ce moment-là un business center où tout se vend, où tout s'achète au détriment de la formation de l'élite de demain. Il s'agit également des questions en lien avec les bourses d'études, hein, que les meilleurs ne soient pas envoyés à l'extérieur pour étudier et qu'il s'agit finalement des enfants de la classe aisée, de ceux qui ont la possibilité d'avoir les manettes du pouvoir ou ceux qui ont des poches remplies des espèces sonnantes et trébuchantes, qui sont envoyés à l'extérieur et parfois ils passent leur temps dans les McDo pour manger les hamburgers au lieu d'aller dans les amphithéâtres pour étudier et qui reviennent dans le pays avec des faux diplômes. C'est ce que moi j'appelle des diplômés de friperie ou de pacotille, hein, des diplômés de caniveau qui ne peuvent pas, à l'épreuve de l'évaluation, défendre leur parchemin. Mais ces questions-là, vous avez aussi les conditions dans lesquelles étudient nos enfants.
l'enseignant qui sort d'une école normale n'a pas été préparé, ou même celui qui enseigne au supérieur, hein, n'a pas été préparé de travailler dans des conditions pénibles, des conditions difficiles, où les amphithéâtres de 3000 places qui ne sont pas climatisés, vous avez au collège et au lycée des effectifs pléthoriques de près de 300 élèves par classe, et cela, ce n'est pas de la fiction, c'est des réalités, et ma collègue Emmanuel Nguema a raison de l'évoquer. Plus vous allez dans les différentes écoles des pays que vous avez cités dans votre mot ou dans la formulation de votre question, vous trouverez ces problèmes-là où les effectifs sont pléthoriques. Mais vous avez aussi les trafics des diplômes où on donne le diplôme à la personne qui n'a jamais composé fait des évaluations ou n'a pas été candidat à un examen quelconque. Mais vous avez là un certain nombre de problèmes qui minent l'école africaine, et si ces problèmes-là ne sont pas résolus le plus rapidement possible, le risque c'est qu'on arrive à la décadence de l'Afrique. Pourquoi? Mais parce que l'élite de demain, ceux qui doivent gouverner les pays africains en 2040, en 2050, sont peut-être à l'école primaire ou au collège aujourd'hui. S'ils sont mal formés, qu'ils sont mal socialisés, la conséquence, c'est qu'on arrive à la décadence de l'Afrique. Ça veut dire que vous allez avoir des gens qui vont avoir les responsabilités, les commandes pour diriger l'État et qui n'ont pas de compétences requises et qui vont être floués lorsqu'il s'agira de signer des contrats, d'engager la responsabilité du pays à l'étranger. Et ces questions sont des questions fondamentales, des questions cardinales auxquelles les dirigeants africains devaient normalement s'attaquer immédiatement. Et c'est pour ça que lors de la présentation du livre dernièrement à la mairie centrale, notre consoeur Dimixon parlait de la littérature de l'urgence. Il faut nécessairement qu'on règle ces problèmes-là. C'est pour ça que le rôle de l'écrivain est aussi de constater les problèmes qui se posent à sa société et de les dénoncer. C'est pour ça que si le chirurgien a le bistouri pour ouvrir le ventre et extirper le mal, si le samouraï va en guerre avec son sabre, alors l'écrivain doit utiliser sa plume pour moraliser la société, mais aussi pour dénoncer. Et ce que, peu importe les conséquences, parce que vous vous souviendrez que dans l'affaire Dreyfus en France, au XIXe siècle, il est apparu que Émile Zola, au péril de sa vie, a publié dans le journal L'Aurore « J'accuse », parce que le rôle... Presque à la fin de notre mission, c'est la toute dernière préoccupation qui me reste. En fait, je veux savoir quelles sont les pistes, les solutions que vous avez apportées pour sauver les écoles africaines qui sont en danger. Vous, en tant qu'écrivain, est-ce que vous avez prévu dans votre ouvrage des pistes, des solutions? Le rôle de l'écrivain, lorsqu'on est dans une approche fictionnelle, ce n'est pas d'apporter les solutions. Il s'agit d'exposer le problème pour attirer l'attention de la communauté. Pour que chacun, à quelque responsabilité que ce soit, prenne conscience et apporte des solutions. Mais quand vous lisez la nouvelle numéro 4, La vengeance de l'étudiante, on donne. Aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, les étudiantes peuvent enregistrer les enseignants qui font du harcèlement sexuel et les exposer sur les réseaux sociaux. Il y a la possibilité de porter plainte. Vous avez aussi la nouvelle numéro 7, La mafia civilisée, où le directeur de l'orientation et des bourses, Fulbert Obam Nzongue, qui vendait les bourses d'études données par les chancelleries occidentales aux plus offrants, a été mis aux arrêts par le ministre de tutelle et il a fini à la maison d'arrêt. Et ça,
c'est des choses qui peuvent être faites dans les différents pays. Il faut stériliser l'école. La morale est pour l'enseignant ce que le serment d'Hippocrate est pour le médecin. Il faut faire en sorte que les enseignants incompétents, les enseignants qui brillent par ce qu'on appelle au Congo-Brazzaville les antivaleurs, soient mis hors d'état de nuire pour stériliser l'école. Mais seulement, comme vous avez dans l'une des nouvelles de cet ouvrage, des étudiantes qui font des avances aux enseignants et au personnel administratif pour que les mauvaises notes qu'elles obtiennent soient falsifiées et qu'elles aillent en classe supérieure sans effort, sans fournir des efforts. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut arrêter. Ces étudiantes devraient être passées au conseil de discipline, voire exclues de l'établissement. Si on fait... Nous, quand on était jeunes, quand on grandissait, à l'époque du monopartisme, quand on était candidat au brevet, au baccalauréat, on tremblait. Pourquoi? Parce qu'il y avait la sécurité d'État. On a vu dans le quartier des aînés qui étaient candidats au bac et qui ont été pris en flagrant délit de tricherie et qui ont écopé de 3 ans sans être candidats à l'examen. Ils ont dû changer d'identité pour aller refaire l'examen. Il faut qu'on soit sérieux. Dans le domaine de l'éducation, on ne peut pas faire de l'à peu près parce que l'éducation, c'est le creuset des cadres de demain. Si on est complaisant dans le domaine de l'éducation, la conséquence, c'est la décadence. Je donne un exemple. Dans la plupart de nos pays d'Afrique centrale, il y a un phénomène de consultants et d'assistance technique. On va appeler les Sénégalais ou des Rwandais pour faire un travail qui devait être fait par des cadres congolais, gabonais ou de la République camerounaise, que sais-je. Pourquoi? Eh bien, mais parce que ceux qui sont censés faire ce travail dans nos pays n'ont pas les compétences requises. Et comme ils n'ont pas les compétences requises, on appelle un Sénégalais. Pourquoi un Sénégalais doit être consultant ou assistant technique au Congo alors que nous avons eu l'indépendance la même année? Quel est le problème? C'est que les Sénégalais sont sérieux dans la formation de l'élite et peut-être ce qui n'est pas le cas dans certains pays d'Afrique centrale. Aujourd'hui, peut-être que le système tient encore parce qu'au sortir de la colonie, les agents de la force publique, c'est les enseignants réquisitionnés pour surveiller les examens qui, au lieu de surveiller les élèves, surveillent le jury pour laisser les enfants tricher. C'est un véritable crime parce que nous en payerons le prix, nous en payerons les conséquences d'ici une génération. Hein? D'ici 20-30 années, cette complaisance que nous avons eue dans la formation de nos jeunes, l'absence d'investissement dans les infrastructures scolaires, l'absence de matériel didactique, où nous avons des amphithéâtres de 5000, prévus pour 500 étudiants, où sont obligés ces amphithéâtres reçoivent 5000 étudiants, les étudiants sont obligés de se lever à 4h, 5h du matin pour aller chercher des places dans les amphithéâtres. Si on ne règle pas ce problème, eh bien, nous assisterons à la décadence de l'Afrique. Et dans ces conditions-là, je crains qu'on ne soit plus en mesure de sortir. Bonjour chers téléspectateurs, suivez désormais notre chaîne, la Rose TV, la chaîne de la jeunesse et de l'espoir.